Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente Sud Radio Sport, le MAG, Alexandre Priam. 19h03, bienvenue dans le magazine Sud Radio Sport. Et on vient de vivre un multiplex complètement fada, comme diraient nos amis toulonnais. C'est pour ça que je dis 21h, mais il est bien 19h03, bien évidemment. On est toujours avec Quentin Cabanis. On se remet de ses émotions, Quentin, hein. On a eu une fin de multiplex de dingue. Comme hier en Pro D2, on en parlera d'ailleurs ce soir, bien évidemment, Christian Labitte à 20h30, l'entraîneur de Carcassonne qui sera avec nous. Hugo Pérez, c'est vrai qu'on a vécu quand même un multiplex chargé en rebondissement. Alors moins du côté de La Rochelle. Bon, en effet, les Rochelais qui sont imposés 41-15. À la mi-temps, il y avait 34-3. Ouais. La messe était dite. Puis bon, on a directement essayé de réagir du côté des Brivistes en marquant un essai dès la 48e, 34-8. Mais bon, les Rochelais ont réagi très rapidement. Mais encore un très beau multiplex. Hein. Oui, c'était un très beau multiplex. On s'est régalé. On va en parler d'ailleurs avec Philippe Spanghero. Salut Philippe. Rebonjour, pourrais-je dire. Rebonjour messieurs, ça va? Bah ça va très bien, et toi? Écoutez, ça va. J'ai suivi comme vous cette fin de multiplex animé. Ouais, ça a été très animé. Bonsoir Olivier Magne. Carton jaune, ça commence comme ça, pour le troisième ligne international. Il a son micro fermé. Ah mince, Olivier, micro fermé. Coup dur pour le troisième ligne international, Olivier Magne, qu'on va retrouver dans un instant. C'est vrai qu'on a vécu Bonsoir. Ah, pardon, Alexandre. Bonsoir. Le micro est ouvert. Mais il avait répondu. Mais s'il y a un deuxième carton jaune, c'est rouge alors. Oui, mais je vais pas te le mettre. J'oserais pas. J'oserais pas, Olivier. J'oserais pas. Attends, il a pas le courage. Non, peut-être pas, tu vois, écoute, hein. Trop de respect pour... Moi j'ai moins 500 sélections, il en a 90, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça va pas le faire. 19h05 sur Sud Radio. Alors qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On va évoquer évidemment ce multiplex qui nous a fait un peu rêver là pendant un bon gros quart d'heure. On va revenir aussi sur ce match entre Castres et Montpellier, les Tarnais qui sont revenus de nulle part pour aller chercher un succès énorme face à Montpellier. Ils ont surdominé une équipe tout en étant à 14 contre 15. On évoquera aussi l'impact du rugby dans la diplomatie avec Vincent Chaudel qui sera avec nous et Carole Gomez, la spécialiste en géopolitique du sport. On fera le tour des tables bien évidemment et puis on parlera de ces Bleus, les Bleus à 2 matchs du Grand Chelem. Qu'est-ce qui fait que cette génération peut le faire? D'ailleurs, vous pouvez voter sur la page Twitter Sud Radio Rugby avec ce sondage qu'on a mis en ligne hier soir, et vous êtes près d'un demi-millier déjà à avoir voté, même plus que ça, avec évidemment cette question. Selon vous, qu'est-ce qui fait que ce 15 de France est en lice pour son premier Grand Chelem depuis 2010? En 1, le talent de cette génération. En 2, Antoine Dupont, capitaine. En 3, le staff de Fabien Galtier. Ou en 4, impossible de choisir. Ne dites rien, messieurs. J'attends vos réponses tout à l'heure à partir de 20h. On va revenir sur ce multiplex qui a été complètement dingue, tout comme le fut celui d'hier en Pro D2. Ça, on l'évoquera à 20h30 avec Christian Labitte. Mais là, Quentin, c'était sur du top 14 de la 20e journée. On rappelle les résultats et ça a été épais. Ah, ça a été épais en effet, avec donc la victoire du RCT sur la pelouse de Biarritz 45-17, la victoire de la section paloise sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles 23-16, le joli succès du Stade Rochelais face à Brive 41-15, et puis la victoire avec le point de bonus offensif de l'USAP face au Racing 92 sur le score de 34-13. Plus tôt dans l'après-midi, le Castres Olympique a battu le MHR avec le point de bonus offensif 25-9. Ce soir, 21h05, une jolie affiche qui nous attend entre l'ASM Clermont-Auvergne et le Loup Lyon. Ouais, le Loup Rugby, effectivement. On va évacuer un match avant tous les autres très rapidement. C'est cette rencontre entre La Rochelle et Brive. On va pas en dire non plus grand-chose parce que finalement, ça a été un cavalier seul. Hein. Hugo Pérez nous le disait, 34-3 à la pause. Philippe et Olivier. La Rochelle qui a fait respecter, on va dire, une sorte de hiérarchie, Philippe. Oui, une sorte de hiérarchie. Et puis, je crois que Brive se focalise sur des matchs importants à domicile. On n'a pas vu cette équipe de Brive aller à La Rochelle avec du caractère pour aller y faire un résultat. Brive s'est sorti un peu de la zone rouge avec une victoire importante à domicile. Et ça fait partie de ces équipes qui manquent peut-être un peu de profondeur de banc et qui doivent gérer cette fin de saison. Donc, on a senti du côté de Brive que la case La Rochelle n'était pas cochée pour aller faire un résultat. En tous les cas, on reparlera de tous les autres résultats. Oui, parce que les autres, on va s'y attarder. Ouais, mais malgré cette défaite, Brive paraît pas vraiment en danger malgré tout.
Oui, Olivier, on peut comprendre. Voilà, si on parle aux supporters brévistes, on peut comprendre qu'il y a des matchs qui sont cochés, d'autres non. Oui. Après, c'est vrai qu'on on pouvait penser que les brévistes partiraient à La Rochelle sans de très grandes convictions de l'emporter là-bas. Mais toujours est-il qu'au vu des résultats de ce soir, on s'aperçoit que les brévistes sont à nouveau en danger quand même. Perpignan a gagné avec le bonus. Toulon aussi. La section a fait l'exploit de gagner à Bordeaux, ce qui redistribue un petit peu les cartes. Donc les brévistes vont se remettre à nouveau dans en pression sur les matchs à réception, sur les matchs à la maison, et ils vont devoir évidemment essayer d'aller chercher peut-être des points précieux à l'extérieur. Ouais, des points précieux à l'extérieur, pour le coup, ça n'a pas été le cas effectivement pour ces brévistes. Allez, on attaque les autres résultats avec un score large. Alors on va associer deux matchs, si vous le voulez bien, ce Perpignan Racing 92 et ce Biarritz Toulon, parce qu'ils sont liés par la force des choses, par cette bataille pour le maintien. Avant cette 20e journée, le classement était le suivant. Toulon avait 31 points et 17 matchs joués. Perpignan avait 29 points et 19 matchs joués. Et le Biarritz Olympique avait 24 points et 19 matchs joués. Que s'est-il passé d'abord du côté de Biarritz ? Biarritz, recevait le RCT et un succès des Biarros, des Toulonnais large, 45-17 avec le bonus offensif, essai de Cordin, Luc, Carbonel, Danglo et essai de pénalité à la 79e minute contre deux essais du côté du BO, marqués par Kouridrani et Thomas Koubeli. Évoquons d'abord cette équipe de Biarritz. Olivier, est-ce que la situation est devenue encore plus alarmante, voire rédhibitoire pour le BO maintenant, qui a vraiment perdu gros dans cette bataille pour le maintien aujourd'hui? Oui, ils ont perdu gros, non seulement au niveau comptable évidemment sur ce match-là, mais sur la défaite en elle-même, qui est quand même importante et qui met en lumière, je dirais, toutes les lacunes de cette équipe biarrote. Donc quelles sont-elles d'ailleurs pour toi, ces lacunes? Le tournant, à l'image du tournant du match, c'est une pénalité ratée. Derrière, ça se traduit par un essai où les Toulonnais repassent devant. C'est un manque de précision qui, à ce niveau, fait énormément défaut. Que ce soit évidemment sur ce jeu au pied, qui est quand même compliqué à Biarritz, sur la capacité à tenir le ballon, à ne pas faire de faute, à marquer dans les moments importants. C'est une équipe de Biarritz qui évidemment sur son passage et son retour en top 14 a eu les plus grandes difficultés à s'imposer dans cette division, avec un effectif qui était pourtant intéressant, mais il y a eu trop de blessés, il y a eu vraiment trop de paramètres qui ont joué en défaveur du BO pour lui permettre finalement de rester en top 14. Je pense que l'affaire est quand même maintenant entendue pour le BO. Une affaire entendue pour le BO, malheureusement. Philippe, ton avis? Ouais, mais je suis plutôt d'accord avec Olivier, malgré un bon début de saison. Et ça fait partie de ces équipes avec cette façon, cette organisation de montée qui a pu s'organiser que très tard dans son recrutement, qui manque forcément de profondeur de banc. Et cette saison, elle est longue pour le BO. Ils y ont laissé beaucoup d'énergie en début d'année. Et puis, il y a des victoires à domicile qui coûtent très cher et sans aller récupérer des points à l'extérieur. Ça paraît trop compliqué, et ces défaites face à des concurrents directs au maintien, notamment celle contre Perpignan, a amorcé vraiment une dynamique négative du côté du BO et les a condamnés à quelques exploits. Ça a été pour moi le tournant de la saison du côté du Biarritz Olympique, et là c'est vrai qu'il décroche à 10 points de Perpignan qui assure cette place de barragiste ce soir, et on voit pas bien comment il pourrait inverser la tendance sur la dernière ligne droite de ces Biarros. Ouais, ce match d'ailleurs donc qui a été assez logiquement en faveur de ce RCT avec, je le disais, un 5 essais inscrits. Qu'est-ce qu'on peut noter du côté du Biarritz Olympique? 12 fautes contre 13 côté toulonnais. Donc il y a eu quand même beaucoup de fautes dans ce match. 12 ballons perdus quand même par les Biarros dans le jeu au sol. C'est absolument terrible. Alors qu'ils en avaient fait presque une spécialité quand même sur la première partie de saison, Olivier. On avait vu des Biarros intéressants avec notamment Stéphane Armitage, avec John Dyer, faire parfois la loi dans ce jeu au sol.
Et là, ils n'ont pas existé. Ça traduit quoi pour toi ? Un manque de fraîcheur. C'est une équipe qui souffre sur le plan physique, Alexandre. C'est vraiment une équipe qui, évidemment, avec l'effectif qu'elle a et les nombreux blessés qu'elle a dans son effectif, avec des joueurs importants, a pas pu se permettre finalement de faire tourner. Et il y a des joueurs qui sont fatigués, qui sont évidemment en manque de jus pour répondre au niveau d'exigence que peut imposer des équipes comme Toulon, qui finalement ont eu des difficultés et maintenant se reprennent et sont dans une meilleure condition que les Biarros. Donc voilà, c'est tout simplement la fraîcheur et l'incapacité finalement à traduire les moments forts par des essais, par la marque. Finalement, quand dans une situation comme celle-là, on est un peu moins bien, il faut être quand même beaucoup plus pragmatique dans ces moments-là pour pouvoir essayer de l'emporter face à des équipes qui retrouvent un petit peu d'allant en cette fin de saison. Et au final, c'est vrai, tu évoques une équipe qui a peut-être trop joué, des joueurs qui sont un petit peu lessivés du côté du BO. Quand on regarde un petit peu le total de minutes jouées par ces joueurs du Biarritz Olympique, on voit souvent les mêmes, notamment Mathieu Irigoyen, 1393 minutes, 19 matchs joués en 20 journées, c'est colossal pour Mathieu Irigoyen qui rejoindra a priori le Stade Français Paris la saison prochaine. John Dyer 1320 minutes, Francis Sailly 1200, Tevita Kuridrani 1100, puis après il y a plein de joueurs à 900 minutes. À titre de comparaison, parmi les joueurs au-delà de 900 minutes, il y en a 9 du côté de Biarritz, il y en a 4 du côté de Toulon. À part Émeric Luc, personne n'est au-dessus des 1000 minutes. La gestion d'un effectif et aussi le fait d'avoir beaucoup de joueurs dans son effectif, ça change beaucoup de choses, Philippe, finalement, pour la gestion d'une saison, pour le maintien. Mais bien sûr, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait précédemment, c'est la double peine pour ces équipes qui montent, qui a priori sont celles qui ont le plus petit budget, le moins de temps pour recruter, donc ça fait beaucoup. C'est toujours une saison de transition très délicate à aborder. On a vu à quel point ça avait été douloureux pour Perpignan il y a 2 ans, alors qu'ils avaient survolé la Pro D2 la saison précédente, bien plus que le BO finalement la saison dernière, qui est une équipe qui s'est pas illustrée par sa solidité devant, qui était une équipe plutôt joueuse. Et c'est vrai que dans ce top 14, ils ont su assurer à domicile en début d'année face à quelques grosses écuries, notamment l'UBB, le Racing, La Rochelle, avec des matchs plutôt aboutis. Mais là, la fin de saison est peut-être de trop pour eux en termes d'effectifs. C'est dommage pour cette équipe qui a mis en tous les cas beaucoup d'ambition dans son jeu, qui n'a pas été réductrice depuis le début de la saison. Mais en tous les cas, là, ce soir, je pense que c'est un vrai tournant de la saison pour cette équipe. Est-ce un tournant pour la saison du RCT ? Oui, Olivier, tu voulais répondre. Oui, Alexandre, non, c'est à souligner quand même ce qu'a fait Biarritz au niveau du jeu et de l'ambition de son jeu tout au long de cette saison, parce que toutes les équipes ne le font pas comme ça, et c'est quand même remarquable de la part de cette équipe de Biarritz qui n'a jamais fermé le jeu et qui continue de pratiquer un bon rugby, ce qui est quand même valorisant pour le top 14 et la Pro D2. Ouais, effectivement. Et le Biarritz Olympique qui n'est pas encore évidemment relégué, mais ça commence à être compliqué parce que ce BO a maintenant quand même beaucoup de points de retard. 10 points de retard sur Perpignan, dont on va évoquer dans un instant le match, et 12 points de retard sur Toulon, qui a 2 matchs en moins, d'autant plus Toulon qui s'est imposé avec le bonus offensif à l'extérieur, 45-17. Alors c'est face à un promu, mais on est très loin de ce qu'avait offert petitement le RCT la semaine dernière du côté de Brive. Est-ce que ça peut être aussi un tournant pour le RCT, messieurs ? Philippe, Olivier ? Oui. Pour moi, pardon Olivier, mais pour moi c'est clairement un tournant dans la saison du RCT, parce que depuis quelques journées, il fallait quand même être lucide et parler d'opération maintien pour le RCT. C'est toujours délicat quand il y a ces grosses écuries sur le papier et qu'on a toujours en tête ces grandes équipes, mais cette équipe, elle a souffert cette année entre des blessures importantes en début de saison, ce changement de staff, cette pression populaire. Donc c'est une année compliquée du côté du RCT, un peu douloureuse, avec beaucoup de pression. Et ce match, il était important pour un concurrent au maintien. Il fallait être clair du côté du RCT. On les avait vus en difficulté à domicile il y a quelques semaines face à l'USAP. Donc on pouvait se dire que ça allait être un match compliqué du côté du RCT. Surtout, on attendait de voir le caractère collectif de cette équipe. C'est ce qu'on leur reprochait, c'est ce manque de caractère.
Et ce soir, de ce point de vue-là, c'est une victoire importante sur le plan comptable, mais aussi pour se prouver dans le vestiaire que voilà, les joueurs ont envie, ont pris conscience de l'urgence de la situation et ont envie de bien finir. Ouais, le RCT qui était sur 4 points marqués à l'extérieur en 8 journées, 0 succès avant cette rencontre. Là, c'est 5 points, c'est déjà plus que depuis le début de la saison. C'est quand même impressionnant, Olivier. Ça change beaucoup de choses. Hein. Ouais, c'est le match. Je pense que c'est évidemment un tournant pour les Toulonnais. Après, quand on regarde évidemment la composition de cet effectif, il y a quand même de drôles de joueurs. Hein, donc, je vois pas comment. Parissé, Serin, Carbonel, Colby sur le terrain aujourd'hui, voilà, Émeric Luc, Cordin. Luc qui est énorme, qui est un joueur que depuis un petit moment on en parle beaucoup. Enfin voilà, il faut. Il était très ému parce que c'est lui qui avait manqué le tir au but pour maintenir Bayonne. Hein, on le rappelle sur cette pelouse d'Aguilera. Ouais. Donc il y avait une charge émotionnelle en plus forte pour lui. Il a été titularisé. Il a encore fait un gros match. Hein. Ouais, il a encore fait un gros match. Donc, pour souligner vraiment qu'il y a un effectif dans cette équipe toulonnaise qui est quand même important. Maintenant, il faut trouver évidemment cette relation, cette connexion entre les hommes, entre les joueurs qui permet véritablement d'avoir une équipe et de se battre pour une ambition commune, donc pour un projet commun. Donc, voilà, cette équipe toulonnaise, moi, je suis pas trop inquiète pour elle à partir du moment où elle va évidemment retrouver la victoire. Je pense que derrière va s'en suivre aussi un engrenage, un cercle vertueux qui va pouvoir permettre aux Toulonnais de s'exprimer dans de meilleures conditions et véritablement de batailler un petit peu plus sur cette fin de saison. Alors de là à dire que ils vont aller chercher la place des 6, bon ça paraît compliqué, mais en tout cas voilà, c'est une équipe toulonnaise qui va commencer à se construire pour les saisons prochaines et en tout cas pour le top 14 l'an prochain et une équipe toulonnaise sur laquelle on pourra certainement compter. Ouais, effectivement. Autre résultat, parce qu'on dit que voilà, cette bataille pour le maintien aujourd'hui a vécu quelque chose, je pense, de peut-être déterminant. On disait que Biarritz était en difficulté parce que Biarritz a maintenant, Quentin Cabanis, combien de points de retard sur l'USAP? 10 points de retard sur l'USAP. 10 tout pile. 10 tout pile. L'USAP qui a fait là aussi un très gros match face à un Racing qui était pourtant très en forme. Un Racing qui sortait de 6 succès consécutifs avec des belles prestations, avec notamment une victoire face au Stade Toulousain ou à l'UBB, et qui s'est incliné assez lourdement donc là face à l'USAP, 34-13 le score final. Point de bonus offensif pour les Catalans dans cette partie qui se relance complètement dans la course à la 13e place, puisque aujourd'hui Perpignan a 3 points de retard sur Brive et 2 points de retard sur Toulon. Ouais, effectivement. Et l'USAP qui t'a, toi, pour le coup, convaincu aujourd'hui. Qui a été plutôt performant avec des jolies réalisations, notamment des belles relances depuis leur camp, notamment deux très beaux essais. Je pense notamment à l'essai de Lemalou qui a été très joli, bien construit par son équipe et fini tout en puissance. Il y a aussi l'essai de Delguy qui était très joli à regarder avec une belle construction. Donc ouais, non, l'USAP qui je pense a fait plaisir à tous ses supporters aujourd'hui, qui a notamment fait plaisir à son président qu'on a vu à la fin de la rencontre sur le bord du terrain, très ému, qui a célébré ça comme un maintien par exemple. Ouais, parce que c'est vrai que c'était recevoir le Racing, c'est accrocher un gros à son tableau de chasse, mais c'est aussi risquer de prendre une volée, parce qu'à l'extérieur les Franciliens ils étaient forts quand même, Olivier, depuis le début de la saison. Ouais, fort. C'était sans compter sur la réception à Perpignan, les Catalans qui avaient certainement ciblé ce match-là et qui voulaient se tester face à une équipe, l'équipe en forme du moment. Hein. C'est vrai que les Racingmen impressionnaient là sur ces derniers matchs. Beaucoup de très bonnes choses et de progression de la part des Racingmen au niveau du jeu collectif. Mais c'était sans compter sur la détermination, l'abnégation des Catalans pour se sortir un petit peu du piège, se donner un peu d'air et puis peut-être entrevoir une petite fenêtre pour aller chercher le maintien direct. Donc c'est des Catalans qui comme Biarritz, j'ai envie de dire, sont deux équipes qui jouent énormément et Perpignan a davantage, je dirais, de pragmatisme, davantage d'efficacité dans son jeu avec des joueurs qui ont un petit peu plus d'expérience et qui permettent à cette équipe catalane d'aller chercher
non seulement une victoire contre l'équipe en forme du moment, mais en plus avec le bonus. Donc ça, c'était bien. Ouais, très fort ce qu'a fait donc l'USAP face au Racing 92. On continue d'évoquer évidemment dans un instant ce multiplex, évidemment avec ce match entre UBB et la section paloise, un match de dingue, et puis Castres-Montpellier tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Sport, le MAG, Alexandre Priam. On continue d'évoquer ce multiplex qui nous a un peu fait rêver, il faut le dire, du côté du top 14 de la 20e journée. On rappelle les résultats de ce multiplex, Quentin Kévenis. Si oui. Tu veux bien. Mais moi, tu sais, Alexandre, j'accepte tout. Sache-le, Ah bah oui. quand c'est demandé gentiment. Alors, le rappel des résultats du multiplex Toulon qui s'est imposé à Biarritz 45-17, victoire de la section paloise face à l'UBB 23-16. La Rochelle a battu Brive 41-15 et Perpignan a battu le Racing 34-13. Plutôt, Castres a battu Montpellier 25-9. Et Castres, on va l'évoquer dans quelques minutes, mais d'abord un point sur ce UBB Pau. Match de fou, match incroyable qui s'est conclu par un essai incroyable. Les joueurs palois vont-ils aller chercher la victoire? Il semble bon également physiquement. Le banc avait été fait de telle façon à ce que des joueurs habituellement titulaires, notamment en première ligne, prennent place pour apporter justement cette puissance et ce dynamisme en fin de match. Ça a l'air d'être le cas avec une belle défense bordelaise encore. Ça se passe où? À 25 mètres de l'embut bordelais dans l'axe. Il y a un joueur bordelais qui reste au sol. Il y a les palois qui vont les marquer l'essai. Incroyable! C'est Antoine Astoy qui marque l'essai à la 78e minute. On a tout le staff palois de côté qui saute de joie. Ouais, qui saute de joie, effectivement. Incroyable succès de la section. Alors celui-là, on l'avait pas vu venir, Olivier, quand même. Hein. Bah, on l'avait pas vu venir parce que quelques minutes avant, c'est l'UBB qui pensait avoir fait le plus dur, avec qui pensait Obilas, avoir gagné avec Obilas, qui pensait avoir marqué l'essai de la victoire, et derrière, la belle réaction des Palois qui ont joué sans retenue en toute avec l'idée de s'imposer, d'imposer leur jeu en tout cas dans cette partie, et qui tout au long de la partie finalement ont joué une partition assez cohérente permettant de battre des Béglés qui étaient surpris de voir la résistance quand même paloise et de voir que les Palois n'étaient pas venus en victime, et ça je pense ça a joué sur l'issue de la rencontre. On rappelle aussi un moment important, hein, avant le match, Mathieu Jalibert en tenue, qui devait revenir sur le terrain et qui se blesse de nouveau à l'échauffement, peut-être une rechute pour Mathieu Jalibert. Ça a quand même changé beaucoup de choses. Pas sûr de voir Mathieu Jalibert du coup pour Pays de Galles France, pardon. Est-ce que cet UBB a du mal aussi un petit peu sans Mathieu Jalibert, Philippe? Ça commence à être compliqué. Il y a eu beaucoup d'absents aussi aujourd'hui, hein, Guido Petit notamment. Ça commence à chiffrer. Ouais, Petit, Lam, Ducoin, beaucoup de joueurs Woki, beaucoup de joueurs cadres de cette équipe en effet qui manquent à l'appel. Lucu aussi. Lucu, donc bien sûr ça perturbe la dynamique bordelaise. Mais là ce soir il y a pas que ça pour moi dans l'explication. Il y a des choix de jeu un peu étranges, peut-être un peu de suffisance du côté bordelais. J'ai en tête, je crois en fin de première période, une pénalité non tentée qui était dans les cordes. Ça c'est quelque chose qui t'énerve. Ouais, ça m'énerve beaucoup parce que à la sortie, c'est un manque de respect du jeu et de l'adversaire, puisque je pense que les Bordelais sont un peu trop vite rentrés dans le schéma de se dire que ils allaient chercher un bonus offensif. Et puis qu'on commence à prendre le jeu à l'envers comme ça et qu'on n'est pas réaliste dans ces temps forts, et on le pécache, et ils ont laissé ces Palois en selle, coller au score, et puis reprendre confiance avec aussi beaucoup de fébrilité, un peu à l'image de ce qu'on a vu de l'UBB à Toulouse la semaine dernière. Et donc c'est une équipe de l'UBB qui décroche un peu. Cette période de doublon, elle est toujours particulière pour des joueurs des clubs qui sont pourvoyeurs de joueurs de l'équipe de France, en plus de toutes ces blessures de joueurs cadres. Mais c'est vrai que je pense que celle-ci, elle doit rester en travers de la gorge de Christophe Furios ce soir. Ouais, à noter les 5 défenseurs battus par Jordan Joseph, les 7 défenseurs battus par Tomo Amanou, Elliot Roudil 3 aussi. Voilà cette paire de sondes qui fonctionne très bien du côté de la section paloise, la section qui maintenant au classement de ce championnat de top 14 est 8e, 41 points, passe devant le Stade Français Paris qui reçoit demain Toulouse. On revient dans un instant sur Sud Radio parce qu'on va revenir aussi un peu en longueur sur ce premier match de cette 20e journée. C'était Pau face à Montpellier du côté du Stade Pierre Fabre.
Sud Radio Sport, le MAG, Alexandre Priam. Sud Radio Sport, le MAG, avec toute l'équipe du service des sports de Sud Radio, Philippe Fanguiro, Olivier Mann, Quentin Cavani, Hugo Pérez, toute l'équipe est là. Et vous aussi au 0826 300 300. Avant d'évoquer la diplomatie dans le sport et son rôle très important dans le conflit qui oppose la Russie avec l'Ukraine et non pas l'inverse, on l'évoquera dans un instant avec Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business et Carole Gomez, la spécialiste en géopolitique du sport. On termine d'évoquer cette 20e journée du Top 14 avec ce match qui avait eu lieu entre le Castres Olympique et le Montpellier Hérault Rugby Club. C'était le premier match de cette 20e journée. Philippe, tu étais toi du côté de Pierre Fabre. Tu as vu un match de quelle qualité dans le Tarn ? J'ai vu un match de bonne qualité, surtout en deuxième période. Il y a eu une première mi-temps, enfin on va dire surtout 25 premières minutes assez hachées. On a senti un peu de fébrilité des deux côtés. Il avait plu pas mal en début d'après-midi, ce qui a amené beaucoup de fautes de main, notamment du côté castré, qui a essayé de mettre du volume de jeu assez vite. Je les attendais beaucoup plus restrictifs au départ dans ce qu'ils allaient proposer. Et puis les Montpelliérains aussi ont essayé d'envoyer du jeu, mais il y a eu beaucoup de petites scories, de fautes de main. Et puis finalement, le tournant du match, c'est ce carton rouge du centre castré qui amène cette équipe en infériorité numérique juste avant la mi-temps. Et puis au retour des vestiaires, on voit des castrés très entreprenants qui marquent tout de suite, qui remarquent très vite après en infériorité numérique, donc 2 essais rapides. Et puis après, d'un point de vue stratégique, ils ont pris ce match en main, ils ont joué parfaitement le coup pour aller chercher un bonus offensif très important au classement. Oui, effectivement, le Castres Olympique. On va écouter Pierre-Henri Broncan. Il était au micro de Rémi Mességuet et il évoque justement ce côté de ne jamais douter chez le Castrais. Il n'y a jamais de doute, il y a toujours des convictions et des joueurs formidables. On l'écoute. Dans le vestiaire, à la mi-temps, on avait confiance en nous parce qu'on avait un gros banc, je trouvais. Ce soir, cet après-midi, mais encore faut-il marquer, 2 essais de plus, prendre le bonus et puis défendre à 13 à la fin du match. Et je trouve qu'on a des garçons héroïques sur la fin de la rencontre. On a un public et des garçons formidables. On entend souvent ici tout est différent à Toulon. J'ai l'impression qu'on peut aussi le dire à Castres. Hein. On a l'impression que c'est un club à part quand même, Olivier. Qu'est-ce qui fait la force de ce CO ? Qu'est-ce qui fait que ce CO, même à 14, il n'y a pas de problème ? Ils ont joué à 15, il y avait le public, tout simplement, et l'environnement. Et oui, ça a une importance. Donc, voilà, c'est tout ça. C'est des joueurs, évidemment, qui sont dédiés à fond derrière le club, derrière le projet, qui, évidemment, n'ont pas le droit de tricher. Et c'est vrai qu'il y a quand même une pression qui tient un petit peu à cette atmosphère, à cet environnement positive, j'entends, qui permet aux joueurs de se surpasser et de toujours être au maximum de leur potentiel. Donc voilà, c'est une équipe castraise qui à chaque fois nous surprend, mais c'est pas tant une surprise maintenant de voir cette équipe castraise quand même faire ce qu'elle fait, parce qu'il y a quand même aussi là de très très bons joueurs dans son effectif et qui savent très très bien jouer au rugby. Ouais, d'ailleurs, on fera un point sur le classement des deux équipes dans un instant avec Quentin Cabanis, mais d'abord, on va écouter Philippe Saint-André, l'entraîneur du MHR, le CO, lui, qui conforte sa place dans le top 6, mais Montpellier qui voit du coup revenir ses concurrents pour les 2 premières places qualificatives. On écoute Philippe Saint-André au micro de Rémi Mességuet. À 13-6, on pensait vraiment faire un coup, mais le début de deuxième mi-temps, on a été catastrophique. On n'est pas sorti du vestiaire, on n'a pas circulé, on n'a pas bougé. Ils nous marquent 2 essais, dont un. Ils ont un surnombre alors qu'on est en surnombre. Parce qu'on est à 15 contre 14, on ne se déplace pas, on ne circule pas. Et ils marquent 2 essais, donc bravo à eux. Et nous, il va falloir mettre beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'efficacité samedi prochain. Ouais, beaucoup plus effectivement. Montpellier à la fin de la série, on rappelle le MHR qui n'avait plus perdu depuis mi-octobre. Philippe, et voilà, on sent que que cette dynamique s'arrête, mais c'est plus grave que ça.
Non, c'est pas plus grave que ça parce que je crois que les gestions de saison sont pas simples pour les staffs. C'est toujours difficile parce que il faut, d'un point de vue psychologique, garder les joueurs extrêmement mobilisés pour réussir une série comme celle-là, 10 victoires consécutives. Et à un moment, il faut bien relâcher puisque je pense que Montpellier a fait l'essentiel pour assurer le top 6, voire même viser le top 2 directement. Et donc, il y a des phases finales qui s'annoncent pour Montpellier et il faut bien à un moment donné faire tourner. C'est ce qui a été le cas aujourd'hui. Il y a eu quand même beaucoup de turnover dans cette équipe montpelliéraine, notamment avec un banc très jeune, et c'est là aussi que Castres a fait la différence. Ce qui m'a un peu plus surpris, c'est le manque de rythme du côté de Montpellier. J'ai trouvé des joueurs physiquement émoussés. Alors peut-être que ils sont allés trop vite, trop fort, mais c'est certainement ce qui explique à la fin tout ce manque de lucidité, parce qu'ils ont eu des gros temps forts, les Montpelliérains, notamment dans le dernier quart d'heure, dans le camp castré, mais le courage castré en défense a fait complètement déjouer ces Montpelliérains qui n'ont pas trouvé les solutions, qui ont perdu des ballons, qui ont renvoyé des ballons au pied à ces castrés sans trouver de solution dans la défense. Donc voilà, non, je pense pas que ce soit grave cette défaite. De toute façon, les dynamiques comme celle-là, elles sont faites pour s'arrêter à 10 victoires consécutives. C'est quand même monstrueux. C'était 10 victoires, 10 matchs sans défaite, pour être plus précis. Il y avait un match nul et t'évoquais effectivement cette utilisation très poussée de certains joueurs. On parlait tout à l'heure de Biarritz qui avait 9 joueurs au-dessus de 900 minutes, pardon. Il y en a 6 quand même du côté de Montpellier. Ça peut jouer, Olivier, hein? Oui, ça peut jouer. Et évidemment, je rejoins Philippe sur son analyse. C'est que à un moment, quand vous enchaînez quand même 10 matchs sans défaite et que voilà, vous arrivez à Castres, dont on sait que c'est toujours compliqué d'aller gagner là-bas. À un moment, on a vu quand même des Montpelliérains qui ont essayé, qui ont tenté, mais il y a aussi physiquement des limites, je dirais, et un besoin aussi de récupérer, de retrouver un petit peu de challenge, peut-être de pas jouer tous les matchs à fond parce qu'il y a d'autres matchs qui vont arriver qui vont être très très importants, et voilà, donc on arrive maintenant dans la dernière partie de la saison qui va être très très importante, et on peut comprendre évidemment un engagement moins soutenu de la part de certaines équipes qui se déplacent chez des concurrents directs et qui font évidemment le forcing sur les matchs à la maison pour aller chercher la victoire. Donc voilà, ce match contre cette défaite de Montpellier m'inquiète vraiment pas plus que ça. Ouais, effectivement. Et puis le Castres Olympique, donc 4e Montpellier, 2e au classement. Voilà donc pour la 20e journée qui se poursuit ce soir avec ce match entre Clermont et Lyon. Ce sera avec Rémi Dos Santos, Olivier Magne. Et voilà pour le rugby. On va faire un tour de table comme chaque samedi avant de basculer sur la diplomatie et le sport. Le tour de table, on commence par toi, Olivier. Tu voulais évoquer Romane Miradoli, la skieuse française de Flaine, qui a réalisé un exploit extraordinaire. Elle s'est imposée en Suisse dans ce Super G, première victoire en Coupe du Monde de ski. 17 ans, Alexandre. 17 ans qu'une Française n'avait pas gagné en Coupe du Monde. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est quand même colossal. Les Françaises qui sont vraiment dans une situation un peu compliquée au niveau du ski français, très peu de résultats, énormément de critiques. On ne voit pas émerger les skieuses, hormis Tessa Worley qui tient à elle toute seule la baraque. On ne voit pas derrière émerger des skieuses qui peuvent aller chercher des victoires. Et là, voilà, surprise ce matin à Lenzerheide en Suisse, c'est Romane Miradoli, 28 ans, qui s'impose voilà, sur le premier Super G, sa première victoire en Coupe du Monde, son premier podium. Donc ça fait plaisir. Alors quelque part, on peut regretter qu'elle se soit trompée de 15 jours, parce qu'elle aurait pu être championne olympique de Super G. Ça, voilà. Mais en tout cas, une victoire en Coupe du Monde, c'est quand même pas rien. Et donc voilà, ça augure de très très bonnes choses dans une discipline, le Super G, la descente, qui demande quand même beaucoup d'expérience, beaucoup de répétitions sur des pistes qu'il faut bien connaître, bien maîtriser. Et on peut penser que voilà, c'est pas le dernier podium en tout cas pour Romane. Voilà. Et on lui espère. Tu voulais juste dire un petit mot aussi pour Shane Warne, une légende du cricket qui annonçait hier la mort d'une autre légende qui en était désolé, qui faisait un tweet et qui par la suite lui-même décédé d'une crise cardiaque en Thaïlande.
Ouais, chose incroyable. Hein. Shane Warne, qui est l'un des meilleurs joueurs de cricket australien reconnus dans l'histoire de ce sport. Moi, que j'ai suivi parce que quand j'étais en Angleterre, c'était vraiment une star. Il faisait la une des quotidiens, voire il défrayait un petit peu la chronique parce qu'il y avait quand même des histoires un peu sulfureuses à son sujet. Mais en tout cas, ça reste un joueur exceptionnel qui avait. Je vous engage à aller voir les images sur YouTube. Il fait vriller cette balle de cricket vraiment de manière. Je pense qu'il y aura un film sur sa vie. Je pense sur ce monsieur. Ouais, exactement. Il y a déjà eu une comédie musicale qui est sortie sur lui. Donc je pense qu'il y aura un film parce que c'était quand même un personnage assez singulier qui mérite d'être connu. Alors après, avec évidemment un côté sombre comme nous avons tous, mais lui qui était quand même assez bien développé. Mais toujours est-il que ça reste un sportif extraordinaire et que pour les Australiens, c'est une énorme perte. Quentin Cabanis, tu voulais revenir sur l'Estrade Bianchi en cyclisme avec la course d'un seul homme finalement, Tadej Pogačar. Exactement, on en attendait deux au départ de cette course, notre champion du monde Julien Alaphilippe et le vainqueur du Tour de France Tadej Pogačar. Au final, il n'en est resté qu'un, c'est le Slovène qui s'est imposé avec une course où il a fait preuve de tout son talent. Il est parti à 50 km de l'arrivée et personne n'a pu revenir sur lui. Et il a terminé devant un homme à qui on doit également porter un énorme coup de chapeau, c'est Valverde qui a terminé deuxième, 42 ans et il est encore là. Vraiment, c'est un exploit de la part de ce cycliste. Et puis troisième place pour Kasper Asgreen dans ce futur monument, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça, en tout cas dans la première grosse classique de la saison en termes de cyclisme. On a vu que les Français en tout cas étaient présents, on a vu Lilian Calmejane à l'avant pendant longtemps dans cette course, et puis Julien Alaphilippe qui a subi une chute mais qui était encore là à l'arrivée. Et puis le dernier tour de table, celui de Philippe Spanghero, rapidement, tu voulais évoquer la vente de Chelsea. D'ailleurs, ça nous fait un peu la transition avec ce qu'on va évoquer dans quelques minutes et la diplomatie dans le sport avec Vincent Chaudel et Carole Gomez. 3 milliards pour le club londonien. Ben oui, très rapidement, sans rentrer dans l'actu sur laquelle on reviendra tout à l'heure, mais elle amène des sujets dans le sport et notamment le choix d'Abramovich de mettre en vente son club de Chelsea auquel il tient, je crois une vingtaine d'années de présidence avec beaucoup de succès, et le prix annoncé est de plus de 3 milliards, ce qui est colossal et qui amène ce club de foot anglais à la hauteur quasiment des plus grandes marques du sport mondial, notamment dans le foot US ou le basket. Donc à suivre dans les semaines qui arrivent pour voir qui va être capable de se positionner à ces échelles-là pour reprendre une des plus belles marques du sport mondial. Et pourquoi ce club est en vente? Puisqu'il est détenu par Roman Abramovich, qui est un proche de Poutine. Le conflit de la Russie envers l'Ukraine, on va l'évoquer dans un instant parce que le sport a un rôle très important comme outil diplomatique dans cette guerre qu'il se passe en Ukraine. On revient tout de suite sur Sud Radio avec nos invités Vincent Chaudel et Carole Gomez. Sud Radio Sport, le MAG, Alexandre Priam. Sud Radio Sport, le MAG, 19h48, on évoque le sport comme outil diplomatique dans le magazine du service des sports de Sud Radio avec évidemment toute l'équipe Sud Radio, Philippe Spanghero qui est là, Olivier Magne toujours là, Quentin Cabanis avec Hugo Pérez et nos invités dans un instant, Carole Gomez qu'on a rencontré cette semaine pour évoquer ce sujet, puis Vincent Chaudel en direct dans un instant pour l'Observatoire du sport business. Que s'est-il passé? Vous savez, j'imagine que vous êtes plutôt au courant, cette guerre déclenchée de façon unilatérale par la Russie envers l'Ukraine et des sanctions dans beaucoup de domaines, dans le système bancaire, financier. Vous avez beaucoup en parlé des mots SWIFT, des mots bourse et ainsi de suite. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se sont passées sur le dossier du sport. Et c'est très important parce que le sport est un outil, peut-être plus que jamais, de pression diplomatique. On va d'ailleurs évoquer cette idée-là avec Carole Gomez qui évoque le sport comme outil diplomatique, pas seulement par la Russie. Écoutez aussi ce qui s'est passé ces dernières années, ce qui va se passer dans les prochains mois, et après on évoquera plus spécifiquement le cas russe. Carole Gomez, la spécialiste en géopolitique du sport, qui nous parle évidemment du sport comme outil diplomatique, et c'est pas une nouveauté. Le sport comme outil diplomatique est quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus utilisé par un certain nombre d'États
On peut évidemment penser au Qatar, avec une actualité qui va être particulièrement importante dans cette fin d'année avec l'accueil de la Coupe du Monde masculine de football. Mais on peut aussi penser à Pékin et à la Chine plus largement, dont on a vu l'importance qu'elle avait accordée à l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin de 2022. Mais plus largement, c'est une stratégie qui est mise en œuvre depuis déjà plusieurs années. On peut également citer le Japon, on peut également citer les États-Unis, on peut aussi citer la France qui utilise le sport comme un outil diplomatique assez important et de manière, on va dire, très organisée depuis 2014. Ouais, le sport comme outil diplomatique, mais voire même comme instrument punitif. On le voit avec la Russie depuis le début de ce conflit. Le sport ici est un outil de pression. En gros, il faut avoir en tête que Vladimir Poutine a utilisé depuis son accession au Kremlin en 2000 le sport comme étant un outil fort de soft power, de communication, pour montrer par un autre canal sa puissance. Là, le fait qu'il y ait de plus en plus de sanctions contre les intérêts sportifs, contre les personnes impliquées dans le domaine sportif russe, montre que les pays qui sanctionnent sur l'échelle économique, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, mais également sur le plan sportif. Ce qui montre donc que c'est un faisceau qu'il y a des sanctions qui sont prises véritablement sur tous les plans. L'objectif étant d'affaiblir et de porter un coup dur à la Russie. Ouais, un coup dur à la Russie. Vincent Chaudel, bonsoir. De l'Observatoire du sport business, d'ailleurs une chronique demain matin que vous retrouverez dans le Grand Matin avec Jean-Marie Bordry, et bien évidemment les sanctions qui s'enchaînent quand même pour la Russie et de la douleur peut-être aussi pour l'intégralité du sport russe. C'est quand même une économie aussi, ce sport russe. Oui, c'est une économie, mais c'est pas qu'une économie pour le sport russe, c'est une économie. La Russie fait partie de l'économie du sport mondial en Formule 1, au niveau de la Ligue des Champions, au niveau de l'Euroleague de basket. Bien sûr. On voit des acteurs comme Gazprom ou Aeroflot, qui est aussi un sponsor de Manchester, ou qui était un sponsor de Manchester United. On voit bien qu'il y a une activité commerciale derrière le sport, une utilisation commerciale. Et pour compléter ce que disait Carole, les Russes ne sont pas les seuls à le faire. Quelque part, tous les États l'ont fait en leur temps. Et c'est bien pour ça que le général de Gaulle avait trouvé la chose très importante après les JO de Rome. Ça a joué sur l'image de la France et c'est pour ça qu'on a eu l'INSEP et tout l'engagement qu'il y a eu de l'État français dans le sport dans la foulée. Oui, effectivement, avec ce qui se passe notamment du côté de la Russie. Philippe, est-ce que le sport doit avoir un rôle politique dans des conflits comme ceux qu'on vit actuellement du côté de l'Ukraine et de la Russie ? Moi, ce que j'y vois, on sait à quel point les sports, les clubs et les grands sportifs peuvent être, on va dire, référents en termes de prise de parole. Et donc, moi, je crois que toutes ces sanctions, le seul rôle qu'elles peuvent jouer, c'est de mobiliser la population sur place en Russie. Je vois pas du tout en quoi elles peuvent faire fléchir Poutine quand on voit à quel point il est déterminé, à quel point des discussions beaucoup plus importantes et stratégiques ne le font pas plier. Mais moi, je crois qu'en effet, ça a un gros impact parce que malheureusement, tous ces sportifs qui s'entraînent pendant des années pour atteindre un objectif, réaliser un rêve de compétition et qui en sont privés à leur insu, ça doit générer tellement de frustration qu'ils peuvent, eux, prendre la parole et embarquer avec eux tout un tas de gens dans la population russe. C'est ça que je crois que le rôle est important. Et Carole Gomez est d'accord avec toi. Est-ce que ça fait réellement mal à la Russie ? Ça, c'est une vraie question dont on n'a pour l'instant pas encore la réponse et dont il serait intéressant de voir un peu comment est-ce que ce régime de sanctions évolue ou non dans les prochains jours. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça vient porter un coup symbolique, mais pas uniquement symbolique, à Vladimir Poutine, qui avait fait du sport une stratégie importante de sa diplomatie extérieure. Donc là encore, c'est clairement pas le plus important et le plus essentiel des sujets aujourd'hui pour Vladimir Poutine et pour la Russie, mais ça participe à une vraie mise au banc du système international.
Ouais, et une mise au banc et ça peut effectivement peut-être donner des signes dans la population russe. Est-ce que le sport doit être un instrument politique, géopolitique, Vincent Chaudel, ou il est de facto? Il l'est de fait, il est dans son ADN, mais surtout ce que l'on voit là, c'est qu'il y a un changement de doctrine dans les instances du sport. Jusqu'ici, le sport avait voulu se tenir à distance entre guillemets du fait politique. Et il y avait une notion de trêve olympique notamment, et de dire quelque part, et c'était le vœu de Pierre de Coubertin, c'est de régler les conflits entre nations autrement que par des armes, mais sur le terrain du sport. Et donc le sport permettait de réunir des nations qui étaient en conflit sur un autre terrain et de façon positive ou pacifique. Ouais. Là, il y a un changement de doctrine, ça paraît évident, et on comprend. Pour autant, je suis pas sûr qu'on mesure encore tout ce que ça va induire derrière. Des conflits, malheureusement, alors nous, ça nous touche énormément Européens parce que là, c'est à nos portes. Mais des conflits dans le monde, c'est pas le premier, c'est pas le dernier malheureusement, et il y en a des très graves à droite ou à gauche. Il va falloir voir comment les instances désormais vont réagir quand il y aura un conflit en Afrique ou en Asie. Et ça, attendons de voir ce qui va se passer exactement. Olivier, est-ce que toi ça t'embête que le sport soit utilisé de cette manière-là, par exemple ? Oui, clairement, ça m'embête. Après, il faut bien évidemment se rendre à l'évidence que le sport, évidemment, de facto, est un outil politique et pour évidemment engager c'est vraiment un outil important pour ceux qui les utilisent, en tout cas sur le système politique, et pour faire bouger un petit peu les choses. Maintenant, c'est vrai que la place des sportifs dans tout ça, je suis pas sûr qu'elle soit réellement bien précisé, parce que quand on reprend Poutine, je suis pas certain qu'il ait vraiment une considération aussi forte que ça pour les sportifs. Sinon, il aurait engagé réellement des mesures fortes dans son pays, justement pour à la suite des scandales de dopage notamment. Exister, voilà. Donc, alors quand il le fait évidemment à travers le succès plus dopage, que le sport, j'ai l'impression. Exactement. Ouais. On peut s'interroger quand même sur la considération qu'a Poutine pour le sport, mais toujours est-il que moi, ça me gêne évidemment que le sport soit engagé en politique, mais il faut bien comprendre évidemment que les choses changent et que de facto, oui, le sport est un outil important pour faire bouger les choses. Et il y a des conséquences directes. Dernier mot, Vincent Chaudel, avec notamment, comme le disait Philippe, la vente de Chelsea, par exemple. Vous avez consacré un dossier dans l'Observatoire du Sport Business sur cette vente astronomique quand même, hein. Oui, alors on parle de 3 milliards, mais il faut garder à l'esprit aussi que depuis son rachat il y a 17 ans, Abramovich a investi 1,8 milliard. Donc, dans ce montant de vente doit se régler aussi la dette du club envers son propriétaire. Donc, on voit bien aussi tout ce sujet-là. Et quand on parle de géopolitique, un des acheteurs potentiels, c'est un milliardaire turc. Et donc, on voit bien aussi tout ce qu'il peut y avoir derrière. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Olivier, et auquel je souscris tout à fait, c'est-à-dire l'intérêt pour les succès plus que pour les sportifs. Soyons aussi un peu autocritiques. C'est un peu la même chose en France, hein. Nos politiques sont très contents des médailles et des victoires des équipes de France. Complètement d'accord. Mais gardons à l'esprit que le budget du ministère des Sports, c'est le plus faible de tous les ministères. Oui. Et que, du coup, on se réjouit des succès, mais on n'accompagne pas toujours très bien nos sportifs nous-mêmes. Voilà, et on n'en a pas fini d'en parler demain. Je suis bien d'accord, Alexandre. Ouais. Olivier, oui, tu es tout à fait d'accord avec les propos de Vincent Chaudel. L'Observatoire du Sport Business demain, dans la matinale de Jean-Marie Bordry avec Marie-Ève Jamin. Demain, vous pourrez retrouver comme chroniqueuse sur ces sujets brûlants autour de la Russie. Merci beaucoup, Vincent Chaudel, d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Bientôt. Et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour parler de l'équipe de France. Qu'est-ce qui fait que cette génération peut viser le Grand Chelem, le premier depuis le 2010? On en parle dans un instant avec Philippe Spanghero, Olivier Magne, avec notre invité aussi Christophe Amasek qui est en studio. À tout de suite. Sud Radio Rugby, Alexandre Priam.
Sud Radio, 20h03 autour du magazine, bien évidemment Sud Radio Sport. On a évoqué le rugby comme outil diplomatique. C'est aussi 20e journée du top 14. Plein de sujets qu'on a continué d'évoquer. Et maintenant, eh bien, on parle de cette équipe de France. Qu'est-ce qui fait que cette équipe de France peut réaliser le Grand Chelem, le premier depuis 2010? On se pose la question. Et d'ailleurs, on vous pose la question sur la page Twitter Sud Radio Rugby. En effet, sur Twitter, on vous pose donc selon vous, qu'est-ce que fait que ce 15 de France est en lice pour son premier Grand Chelem depuis 2010? Alors, on a 4 options. La première option serait le talent de cette génération. La deuxième option serait Antoine Dupont en tant que capitaine. La troisième option, le staff de Fabien Galtier. Ou alors, impossible de choisir. Oui, parce qu'il y a peut-être beaucoup d'options. On en parle avec Christophe Amasek. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Christophe qui est coach de rugby, ancien joueur aussi, passé par l'US Dax notamment, ancien club d'un certain Olivier Magne qui est avec nous. Olivier toujours. Salut Christophe, allez Dax. Salut Olivier, ouais, allez Dax. On est aussi avec Philippe Spanghero, voilà, toute l'équipe Sud Radio est là. Qu'est-ce qui fait que cette génération peut le faire? On a plusieurs catégories, on le disait, le talent, le groupe, il y a beaucoup de choses à évoquer. On écoutera d'ailleurs des moments forts de la préparation de ce Écosse-France, voilà, qui nous ont été fournis par la Fédération française de rugby, des moments très très forts, mais comme ça, à vue d'œil, évoquons d'abord le talent de cette génération, ou le groupe. Tiens, parlons d'abord du groupe. Je trouve ça plutôt sympa. On imagine un groupe qui semble très bien vivre. On va écouter d'ailleurs un moment fort, un moment très agenais, d'ailleurs, devrais-je dire, avec Francis Cabrel qui est venu du côté de Marcoussis. C'était la semaine dernière, Francis Cabrel qui a retrouvé les Bleus à Marcoussis, et on sent que le groupe vit bien pour le coup. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du bout. Quelqu'un m'a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. C'est un peu les chansons que l'on aime écouter et entendre sur des repas d'après-match avec toute l'équipe. Donc ça a été un bel honneur pour nous et une grande joie de pouvoir le recevoir. C'est marrant, c'est vrai qu'on l'a dans notre répertoire, que ce soit dans la semaine ou après les matchs, on écoute pas mal. Donc c'était vraiment sympa de l'avoir. Vous avez donc maintenant la corrida dans la tête grâce à Francis Cabrel. Voilà, il y a des moments forts comme ça hors du rugby dans ce groupe France. Quels sont les éléments moteurs de cette réussite de l'équipe de France? Le groupe, d'abord, parlons-en de ce groupe. On a l'impression qu'il vit bien, Christophe, quand même. Le groupe vit très bien, mais le groupe vit bien parce qu'il gagne aussi. Donc c'est quand même très très important. Alors on va leur souhaiter de continuer à gagner. Et après, ce groupe vit bien parce qu'il y a du talent et de l'ambition, j'ai l'impression. Comment faire bien vivre un groupe quand on est entraîneur de rugby ou sélectionneur? Je vois que ce que fait Fabien Galtier est très bien. Il fait venir des chanteurs. L'autre jour, il y avait Alexandre Dujardin. Donc je crois que c'est très très sympa pour les joueurs de voir des personnalités. Jean Dujardin, oui, tout à fait. Je lis beaucoup. L'acteur Jean Dujardin, effectivement. Jean Dujardin, ouais. Oui, des gens qui aiment le rugby, parce qu'on le sait, Francis Cabrel est dingo de rugby, Jean Dujardin aussi. Mais voilà, on sent qu'il y a besoin parfois de se retrouver autour d'une personnalité, autour de quelque chose. La construction d'un groupe, Olivier, c'est important, presque autant important que le terrain dans un sport comme le rugby. Oui, et puis c'est important aussi de ne pas s'enfermer uniquement dans le rugby. Il y a tout un tas de personnalités qui apprécient ce sport et qu'il faut rencontrer. Et quand ça peut se faire dans un contexte comme celui-là, c'est très bien pour les joueurs qui aussi s'évadent un petit peu. Trouvent des personnalités comme ça qu'ils n'auraient pas l'occasion de rencontrer par ailleurs. Et donc ça permet d'entretenir un petit peu ce mouvement vertueux qui fait que les joueurs sont heureux, et quand on donne du bonheur à des gens, finalement ils le rendent bien, tout simplement. Et puis on sent qu'il y a une relation importante entre le groupe et le staff, voire parfois de déconne totale. Écoutez ce moment très drôle, là aussi fourni par la Fédération française de rugby, avec un petit souci d'orthographe pour Thibaut Giroud, le directeur de la performance.
Aldrit, un seul L. Penaud avec un T. Ah ouais, la team là, t'es en roue libre. C'est Doudou qui a fait la liste. Oh, Sean qui a fait les c'est ce que j'ai dit, c'est en anglais, ça vraiment c'est comme ça. Ah, ok. Penaud en anglais, il y a un T. C'est l'anglais international. Penote. Voilà, on sent qu'il y a des choses sympas quand même qui se passent entre le staff et les joueurs. Il y a du lien, il y a du lien, et ce qui va faire que ce groupe peut aller très loin. Ouais, Philippe, t'es d'accord avec ça? Tu penses que c'est important, il y a une proximité, alors parfois il faut pas être trop proche. Quelle est un petit peu, selon toi, la distance à avoir? C'est très important et ça c'est subtil, il n'y a pas de règle par rapport à ça, ça se mesure au fil de l'eau, mais je le répète souvent, mais je crois qu'on est vraiment rentré dans cette ère du professionnalisme chez ces joueurs. Qui savent très bien où sont les limites, à quel moment il y a la barrière à pas franchir, et puis il y a cette dynamique de travail qui est très positive. Et je le répète souvent, ça peut paraître anecdotique, mais on a aussi une génération rugby, c'est-à-dire qui a baigné dans l'univers du rugby, qui ont eu des pères joueurs dans les petits clubs de nos terroirs, etc. Et aujourd'hui, c'est leader de l'équipe de France quand on voit qui ils sont, les joueurs cadres, que ce soit des Antoine Dupont, des Julien Marchand, des Jelonge, des Penaud, des Boutier. C'est des Boutier, des joueurs qui sont passés récemment, mais c'est des exemples qui me viennent en tête. Mais il y a quand même beaucoup des Cyril Bay, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont cette culture et je crois que cet esprit rugby il transpire vraiment dans cette équipe et je crois savoir que le staff a souvent besoin de les retenir un peu parce que c'est des joueurs qui aiment bien faire la bringue ensemble, qui restent ensemble après les matchs, qui s'éparpillent pas, qui aiment cette notion de troisième mi-temps et tout ça c'est assez significatif quand même de la qualité de vie d'un groupe. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile dans la victoire, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y avait ces valeurs de base qu'on a cette réussite sportive. Oui, on évoquait évidemment ce qui fait les éléments moteurs de cette réussite des Bleus, de ce qui fait que les Bleus peuvent viser le Grand Chelem pour la première fois depuis 2010. Tu évoques une génération très rugby. C'est vrai que c'est intéressant, Olivier, parce que c'est peut-être une génération qui a grandi avec les exploits de ton équipe de France, dans laquelle tu étais, qui enlignait les grands chelems dans les années 2000 jusqu'en 2010. Alors, il me semble que tu n'étais plus dans cette équipe de France en 2010, mais qui a gagné comme ça de 2000 à 2010 plusieurs grands chelems. Oui. Après, je rejoins tout à fait ce que dit Philippe. En plus, c'est des garçons que j'ai entraînés avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Et ce que tu as vu passer, ouais. Que j'ai vu passer chez les Dupont, les Cross, les Jelonche, les Penaud, c'est que évidemment ce sont des enfants du rugby et ils sont là vraiment pour donner, pas pour recevoir dans un premier temps, mais vraiment pour donner, pour prendre du plaisir. Et c'est des garçons qui finalement ont une passion pour ce sport avec une connaissance très très importante de leur sport. Et je pense que c'est vrai que c'est une des bases. Je pense quand on s'engage dans un sport, c'est aussi de connaître son histoire pour mieux l'apprécier finalement et pour mieux la nourrir cette histoire. Et on a affaire à des joueurs justement qui sont ceux-là, qui sont très très humbles, qui ont un vécu important au niveau rugbystique parce que c'est important. On dit souvent que ces joueurs sont jeunes, mais ils ont 2 fois plus de sélection, je dirais au même âge que par exemple moi j'en avais à 24 ans. J'entends par là qu'ils sont rentrés dans le système fédéral avec énormément déjà de matchs internationaux à partir de 17 ans. Et c'est des garçons qui déjà à 20 ans, 21 ans avaient déjà une 50aine de sélections dans toutes les différentes sélections qu'ils avaient fréquentées. Donc c'était une expérience aussi très très importante avec des tournois à destination, des coupes du monde chaque année. Donc c'est des joueurs qui ont emmagasiné énormément d'expérience et qui maintenant arrivent à 23, 24 ans avec suffisamment de maturité justement pour se projeter dans un projet qui les amènerait à être évidemment champions du monde avec la grande équipe de France. Christophe Amasek, là, cette génération 2022, si je peux la nommer ainsi, elle fait partie de ces très très grandes générations que les Bleus ont eues sur ces 30 dernières années. Oui,
Ouais, je trouve que c'est exceptionnel. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Ils sont rugby. J'appelle ça être rugby. C'est-à-dire, quoi être rugby ? Ils respirent le rugby et il y a quelque chose qui me plaît énormément, c'est sur le terrain voir cette intelligence de jeu. C'est-à-dire qu'ils respectent, je crois, à merveille les plans stratégiques de Fabien Galtier. Ils le respectent parce qu'il y a des stratèges déjà dans l'équipe. Et après, il y a une intelligence tactique. C'est-à-dire, dès qu'ils sortent du système, ils sont capables de s'adapter et de faire de belles choses. Et ils sont rugby aussi dans leur comportement. Ouais, rugby dans leur comportement. Tiens, si tu devais, Christophe, choisir quelques grandes générations du rugby français, comme ça, la génération Laporte des années 2000, par exemple, cette génération-là qu'on a actuellement, tu la mets auquel rang à peu près ? Sans comparer, bien évidemment. Je crois si on va les comparer, mais je pense qu'ils ont encore un plus bel avenir. Puisqu'on a une Coupe du Monde qui se profile dans 2 ans, qui vont encore avoir des beaux matchs de préparation à jouer. Ils ont déjà de la qualité et je suis persuadé qu'ils ont tout pour y arriver. Donc on évoquait tout à l'heure hors antenne peut-être, oui, je te disais qu'il manque peut-être en troisième ligne, il y a du talent, il manque du grand talent. Voilà, il manque du Serge Betsen, du Sautoir, du Olivier qui nous écoute. Peut-être qu'il manque ça, mais il y a toujours 2 ans pour préparer ça, mais cette équipe peut nourrir de belles ambitions et ça serait extraordinaire pour le rugby français qui en a besoin. Oui, on évoquera d'ailleurs les petites touches encore à faire d'ici 2023. Philippe, c'est vrai que cette génération, elle vient d'où déjà d'après toi ? Et tu la places comment d'ores et déjà cette génération dans le rugby moderne de l'équipe de France ? Je la place très haut. Elles viennent d'où ? Elles viennent pour moi de la première génération du vrai professionnalisme, qui est né dans ce professionnalisme. Je me souviens, j'ai abordé le sujet avec des joueurs français. Olivier en parlera sans doute mieux que moi, mais qui avaient découvert par exemple le rugby anglais il y a une quinzaine d'années, qui étaient surpris par cette différence de mentalité. L'exigence à l'entraînement. Ouais, on était très latin dans l'approche avec un petit côté dilettante, et cette génération-là qui arrive, je crois, c'est cette première génération française qui est née pleinement dans le professionnalisme et qui, pour moi, est assez décomplexée avec toujours beaucoup d'humilité. Ça, c'est quand même une caractéristique de cette équipe, mais à la fois décomplexée parce que il y a beaucoup de ces joueurs qu'Olivier a eu en jeune et qui ont été double champions du monde et qui ont battu toutes ces grandes équipes de l'hémisphère sud qu'on a peut-être un peu trop par le passé regardé, on s'est peut-être un peu trop comparé à elles en cherchant de l'inspiration. Ces jeunes, ils ont su les battre, ils ont su être champions du monde, ils ont goûté au succès. Donc tout ça amène de la confiance, une forme de maîtrise du très haut niveau. Et encore une fois, tant qu'il restera dans cette équipe ce qui transpire, c'est-à-dire l'humilité, ce bien vivre ensemble et cette capacité de travail, on peut espérer de grandes choses pour cette génération. Ouais, de très grandes choses. On évoquait ce groupe France, soudé et très talentueux. Parlons quand même du plus talentueux, peut-être des talentueux, un certain Antoine Dupont, qui porte le brassard par intérim. On ne sait pas d'ailleurs, on ne sait plus trop vraiment si c'est par intérim ou non. On rappelle qu'à la base, c'est Charles Olivon, le capitaine de cette équipe de France. Mais écoutez l'importance qu'a pris Antoine Dupont dans le vestiaire de l'équipe de France. Il joue son rôle à 100%. Écoutez, c'est avant le match face à l'Écosse, puis à la mi-temps face à l'Écosse, les mots forts d'Antoine Dupont. Avec le papier qu'on a d'avant qu'on a là, c'est interdit qu'on ne roule pas dessus aujourd'hui. C'est interdit en attaque, en défense, en conquête, partout. Les ballons, on va en récupérer des turnovers, ils vont faire des en avant. La dernière au 900, Winnie il est tout seul. Qu'on prenne le temps, qu'on anticipe de venir aider avec lui. Si c'est les 3/4, on le fait, mais on fait un temps de jeu propre et on sort bien de chez nous. Sinon, ils ne font rien. C'est en défense qu'on soit vraiment connecté. Les seuls dangers qu'on a, c'est le turnover ou Russell. Donc le mec qui vise Russell, il ne le lâche pas. Intérieur, extérieur, on est connecté. Et on ne le lâche pas, ça vient tout de lui les menaces. Et les turnovers, on reste connecté. Juste une chose, ils ont demandé à recevoir le coup d'envoi, c'est pour venir nous taper dessus là. Une fois qu'on va faire comme le week-end dernier, on va sécher dessus. On renvoie, on retape loin et on leur montre dès le début que c'est fini, que c'est pour nous maintenant. Que c'est pour nous et on ne le lâche plus. Allez mec, allez. On s'entame, allez. 1, 2, 3. On est presque sur un discours de coach, j'ai l'impression, Christophe. En fait, c'est un meneur d'homme, mais c'est un stratège aussi. On voit qu'il donne des consignes assez précises. Et c'est pour ça que c'est très intéressant pour Fabien Galtier d'avoir au moins un relais. Je pense qu'il en a plusieurs. Et c'est pour ça aussi que l'équipe joue très bien.
Ouais, parce qu'elle sait ce qu'elle fait sur le terrain. Ouais, et on a vu sur les différents matchs qu'il y avait différentes stratégies. On a vu contre l'Irlande, ils ont tapé ce que j'appelle du fort plusieurs fois. Et c'est intéressant d'avoir des stratèges, parce que souvent on parle de stratégie, mais des fois il n'y a pas les stratèges. Ce qui est embêtant parfois. Et là, je me régale, parce que j'entends un leader, un meneur d'hommes et un stratège. Donc il a tout, Antoine, pour être aussi un grand capitaine. Ouais, meilleur joueur du monde, capitaine, presque déjà coach dans le vestiaire. On sent quand même l'analyse déjà d'Antoine Dupont, Olivier. Ouais, l'analyse. Alors après, moi, j'ai pas les enregistrements quand c'était en 2016, quand Antoine était avec moi avec les moins de 20. Mais le discours, alors tout le monde est un peu surpris. Peut-être les médias peut-être en premier, mais c'est un discours qu'il tenait déjà. Il était quasiment identique. C'est pour ça que ça me fait un petit peu rigoler. Mais oui. Alors après. Antoine, il est capitaine comment? Avant tout, il est capitaine de par son comportement, tout simplement. C'est pas, je dirais, ce discours-là, si vous voulez, tous les joueurs dans le vestiaire de cette équipe de France sont capables de le tenir. François Cros, Jelonche, ils sont tous capables à un moment ou à un autre d'identifier les problématiques et d'établir une stratégie et de la répéter à leurs partenaires, qui est confortée par leurs entraîneurs, évidemment, dans ce genre de match. Donc voilà, moi je suis pas surpris. Antoine, il est capitaine. J'attends pas évidemment de savoir le discours qu'il va tenir à la mi-temps ou avant le match pour savoir s'il est capitaine. Mais il est capitaine avant, de par son comportement tout au long de la semaine, quand il s'entraîne, sur les messages qu'il fait passer, sur la capacité à rester avec ses partenaires, peut-être à la fin d'un repas, pour discuter avec ses partenaires de choses et d'autres, de manière informelle. C'est ça un capitaine. C'est quelqu'un qui va essayer d'aller voir l'autre pour demander s'il y a des choses qu'il n'a pas comprises, s'il y a des choses qu'il peut améliorer dans le fonctionnement de groupe. Mais en tout cas, ce discours-là, je dirais, d'Antoine, voilà, vous pourrez en tout cas l'entendre si vous mettez un micro dans le vestiaire de n'importe quelle équipe de top 14, c'est un discours que vous entendrez évidemment régulièrement. Ouais, avec donc Antoine Dupont. Un mot sur Antoine Dupont, capitaine, Philippe? Ça va être un sujet pour le staff, parce que c'est vrai que c'est une très longue absence de la part de Charles Olivon, qui en plus va devoir se refaire une place de titulaire, parce que on l'a laissé à un niveau de performance très élevé, mais il y a de la complémentarité qui s'est construite sur cette troisième ligne. Il y a des joueurs qui se sont rendus importants par leur performance. Donc, je pense que c'est peut-être rendre service à Charles Olivon avant de reparler du capitanat, de lui laisser retrouver toute sa place dans cette équipe de France. Aujourd'hui, on va pas casser, je pense, une dynamique en place. Antoine Dupont a pris le lead, a pris ses marques. De toute façon, c'est que mieux pour le staff d'avoir de nombreux relais et des joueurs d'expérience qui puissent être interchangeables, parce que la parole s'épuise un peu aussi parfois quand elle est portée par une seule personne. Donc, je crois que c'est qu'un plus au-delà de toute cette profondeur de banc qu'a cette génération aujourd'hui, mais d'avoir plusieurs leaders. Mais en tout cas, pour moi, le sujet du capitanat, en l'instant, se pose plus vraiment. Voilà donc pour la partie Antoine Dupont capitaine. Parlons maintenant du staff. Fabien Galtier, Raphaël Ibanez, Karim Ghezal, William Servat, Vloxilier, Laurent Labitte, j'en oublie sûrement évidemment. Ce staff qui semble quand même très bien fonctionner et qui n'a jamais été aussi pléthorique évidemment dans l'histoire du 15 de France, avec autant de personnes mobilisées à temps plein, et il faut bien le signaler du côté du staff des Bleus. Écoutez d'ailleurs l'analyse que faisait Laurent Labitte sur le jeu écossais avant le match, et notamment sur l'importance de Stuart Hogg et de peut-être viser sa zone. On l'écoute. À force d'y faire l'essuie-glace, il a moins d'essence dans le moteur. Non seulement il est fatigué, mais les joueurs au pied qui font, les mecs qui vont moins loin, et ils nous donnent à nouveau des ballons pour rester dans leur camp. Les équipes vont nous donner la solution si on est en place. Et les Écossais, on a étudié les victoires en Écosse, les équipes qui ont gagné là-bas. Les Écossais, ils vous donnent la solution en deuxième mi-temps, comme on l'a fait quand on était allé gagner le Ton Cup, si on tient la route, si on est en place. La première année, on a fait n'importe quoi, donc la deuxième année, on a été en place, ils nous ont donné la solution.
Ouais, ils nous ont donné la solution. Là, c'était Fabien Galtier après Laurent Labitte. C'est vrai qu'on n'a jamais eu un staff comme ça, Christophe. Le staff Novès n'était pas aussi fourni, le staff de Jacques Brunel n'était pas aussi fourni, ni non plus celui de Philippe Saint-André. Et on peut aller comme ça dans les années. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce staff fonctionne bien? C'est le nombre, mais c'est aussi le talent. Ouais, je pense qu'il y a du talent à tous les niveaux, et il y a surtout un Fabien Galtier, un chef d'orchestre qui est extrêmement talentueux. On sent, on le voit à ses interviews, il est habité à Fabien Galtier. Je crois qu'il a un objectif qu'il souhaite atteindre. Et il y pense tous les jours en se rasant. Et il a un staff à la hauteur, voilà, des jeunes entraîneurs et pour faire quelque chose d'énorme. Et c'est vraiment ce que je souhaite. Je parle même pas du Grand Chelem. Je pense à la Coupe du Monde dans 2 ans, et ça serait super pour le rugby français. Ouais, ce staff pléthorique, mais très bien fourni, Olivier. Ouais, c'est vrai qu'il y a des conditions, des moyens humains et financiers, des ressources qui n'ont jamais été aussi importantes que par le passé. Hein. Une équipe de France qui est quasiment plus de 4 mois ensemble dans l'année, ce qui est assez incroyable. 42 joueurs, parfois souvent mobilisés, voire plus. Hein. 42 joueurs. Donc le staff, Alexandre, tu vas nous dire le nombre exact, mais c'est quand même hallucinant. Je ne l'ai même pas, c'est immense. Voilà, donc c'est immense. Donc voilà, oui, il y a chacun à un secteur bien déterminé dans lequel il intervient. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas des secteurs qui sont cloisonnés, où chacun travaille de son côté. Il y a une véritable coopération, où tous les secteurs finalement arrivent à s'agréger les uns aux autres et à faire un ensemble cohérent qui permet à cette équipe de France finalement de développer le rugby qu'elle développe. Et je pense qu'il faut souligner évidemment deux choses par rapport à cette équipe, c'est que elle a de très très bons joueurs, peut-être des joueurs qu'on n'avait pas eu depuis très très longtemps à ce niveau, depuis peut-être une vingtaine d'années, et surtout ce qui lui permet à cette équipe de France d'être certainement l'une des plus performantes au monde actuellement, c'est sa défense. Elle a une système défensif incroyable, le système défensif qui écœure littéralement leurs adversaires et qui permet à cette équipe de France d'exploiter énormément de ballons de récupération qu'elle joue très très bien avec des joueurs qui sont des joueurs de rugby qui donnent au bon moment, arrivent à écarter les ballons quand ils les récupèrent. Et ça, voilà, c'est ce qui fait, je pense, la force de cette équipe. C'est la qualité de ces joueurs qu'on n'a pas eu depuis très longtemps et le socle défensif de ce 15 de France. Et puis dernier point de ce qui fonctionne évidemment dans les éléments moteurs de cette réussite, c'est une relation avec le public. Alors forcément, quand il y a des victoires, la relation elle est plus directe, mais il se passe quand même quelque chose, Philippe, entre cette équipe de France et son public. Ah oui, il se passe quelque chose, clairement. C'est sûr que c'est beau à voir. D'ailleurs, il y a un engouement qui est exceptionnel autour de l'équipe de France. On le voit dans les audiences, on le voit dans ce qui est un peu plus mon business à moi, sur tout ce qui concerne les relations publiques autour des matchs. C'est de la folie. On n'a jamais été aussi sollicité pour les places. Les gens qui font ce business-là d'hospitalité ont jamais aussi bien travaillé. Donc tout ça sont des facteurs qui montrent à quel point il y a de l'engouement autour de cette équipe. Mais c'est aussi dû au caractère de ces joueurs. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On sent des joueurs très naturels et qui prennent plaisir à partager avec le public. Il n'y a pas de barrière. On sent beaucoup de proximité. Et puis surtout, on se reconnaît dans cette équipe de France parce qu'on sent un vrai amour du maillot de ces joueurs, une vraie envie de défendre les couleurs de l'équipe de France, et donc on se sent fier de les voir sur le terrain. Et puis tout ça, ça crée un cercle vertueux et une très très bonne dynamique. On ne pouvait pas rêver mieux pour faire la promotion de cette Coupe du Monde qui arrive. Toutes les parties prenantes, que ce soit les diffuseurs, les partenaires de France 2023, l'organisateur lui-même, parce que ce sera quand même un événement particulièrement important pour nous dans l'économie du rugby français. On vous posait la question sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Selon vous, qu'est-ce qui fait que ce 15 de France est en lice pour son premier grand chelem depuis 2010? Il y avait 4 propositions, Hugo. En effet, il y avait 4 propositions. Il y avait tout d'abord le talent de la génération, Antoine Dupont capitaine, le staff de Fabien Galtier et enfin impossible de choisir. Alors vous avez été 52,9% à penser que pour vous c'est le talent de la génération, 25,3% à dire que c'est le staff de Fabien
Fabien Galtier, 7,9 à voter pour une impossibilité de choisir et enfin 4,9% pour Antoine Dupont, capitaine. Antoine Dupont, capitaine, t'as voté pour quoi, Christophe? L'ensemble. L'ensemble, c'est impossible de choisir. Toi aussi, Olivier, t'as voté pour qui? Non, moi je dis toujours le meilleur entraîneur, c'est celui qui a les meilleurs joueurs, tout simplement. Donc le talent de cette génération exceptionnelle. Ouais. Philippe, toi aussi? Ouais, moi j'ai mis l'ensemble. L'ensemble, et ben voilà. La création de Sentier Nature. Comme APSA, découvrez votre talent pour l'engagement. Gratuit, le SNU est ouvert à tous les jeunes de 15 à 17 ans. Rejoignez l'équipe 2022 en vous inscrivant dès maintenant sur snu.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Sud Radio Rugby, Alexandre Priam. Sud Radio Rugby, évidemment, le magazine Sud Radio Sport bascule vers le rugby de nouveau. On a évoqué évidemment la 20e journée du Top 14, la 23e journée de Pro D2 aussi, Quentin Cabanis, parce que, eh bien, on a vibré vraiment hier. Là, on a vibré fort. Ah, on a vibré fort et puis on a vibré jeudi soir aussi, mais ça avait démarré jeudi donc avec. Toi, tu vibres très souvent. Mais je vibre souvent, mais écoute, qu'est-ce que tu veux, quand on est connecté, on vibre souvent. Allez, donc 23e journée avec un premier match le jeudi 3 mars, Aix-en-Provence face à Bayonne, victoire de Aix-en-Provence sur le score de 46 à 29. Vendredi, Aurillac s'est imposé face à Agen 23 à 22, victoire de Colomiers face à Béziers 16 à 12, victoire de Grenoble face à Nevers 34 à 10, Oyonnax a battu Rouen 63 à 17. Narbonne s'est imposé face à Bourg-en-Bresse 25 à 24. Mont-de-Marsan a battu Montauban 27 à 23. Et puis Carcassonne s'est imposé sur la pelouse de Vannes sur le score de 26 à 23. Effectivement, et Carcassonne qui a réalisé un authentique exploit, mais même si on commence à être de moins en moins surpris par cette équipe de Carcassonne. Bonsoir Christian Lavitte. Bonsoir. Entraîneur de l'US Carcassonne, le retour s'est passé comment? Bien plus aussi long que d'habitude, mais avec un peu plus d'enthousiasme et de joie, forcément. Quand tu gagnes, c'est quand même aussi long, mais un peu plus agréable le retour. Ah, forcément beaucoup plus agréable, parce que ce succès à Vannes, est-ce qu'il était prévu dans le tableau de marche? Vous avez été surpris par vos joueurs, Christian? On est toujours bluffé dans ce genre de rencontre lorsque ça réussit, mais on le prépare un peu plus, forcément, quand tu joues quelque chose pour du bonheur, on essaye de battre ces équipes qui peuvent te l'enlever, ce bonheur. C'est-à-dire que voilà, Vannes faisait partie de ces équipes qui étaient avec nous au coude à coude pour essayer de jouer le haut de tableau. Nous, sans pression aujourd'hui, on se dit pourquoi pas. Voilà. La saison, elle a été plutôt réussie jusqu'à présent, et si elle peut en plus forcément s'achever avec quelque chose de positif comme une phase finale, forcément il fallait gagner les prétendants, et les prétendants ce week-end-là c'était Vannes. Voilà. Donc oui, on avait un peu plus préparé peut-être, mais en toute réalité, en toute honnêteté, je crois que ce groupe, ces joueurs me bluffent quand même de week-end en week-end. Et justement, quand on est un des plus petits, si ce n'est le plus petit budget de Pro D2, mais 4e au classement de ce championnat, 4e sur 16, je tiens bien à le rappeler, est-ce qu'on est toujours dans l'exploit chaque week-end, ou on acquit une certaine normalité semaine après semaine quand on voit ces joueurs produire de telles performances, Christian? C'est à vous à le dire, ça. Moi, vous savez, je prépare les joueurs tous les week-ends de la même manière pour gagner. Je les prépare toute la semaine avec mon staff pour essayer d'être meilleur que les autres. Forcément, on est dans une certaine continuité quand même. Je ne crois pas que c'est le fruit du hasard. On n'est pas là par un coup de baguette magique. Et aujourd'hui, on est 4e. Bon, c'est extraordinaire, mais la saison dernière, on a échoué à la 7e place, à la place un peu du cocu, mais on était quand même 7e en ayant le plus petit budget, donc on est quand même toujours dans les clous, donc forcément voilà, c'est quand même une continuité, et c'est vrai que voilà, de donner la sensation au quotidien d'année en année d'être jamais très loin, il y a une certaine habitude presque qui se crée, et on trouve ça presque normal. Alors nous, pas trop, parce qu'on sait la difficulté qu'on rencontre au quotidien, mais presque pour les médias, pour le grand public, c'est presque logique, ce qui nous arrive. Mais alors que je peux vous assurer que ça ne l'est pas du tout. Un ancien très grand troisième ligne de Carcassonne est avec nous, Philippe Spanghero.
Salut. Et je tiens à te remercier, Philippe, d'ailleurs, parce que l'autre fois, parce que je vous écoute forcément, et je te remercie parce que tu as vraiment été élogieux envers nous, et je t'en remercie. Voilà, je te le dis à l'antenne, je te remercie parce que ça fait toujours plaisir quand un ancien du club donne toujours du positif dans le club dans lequel il est passé. Et voilà, je tiens à te remercier pour l'ensemble de tes propos et pour le club. Voilà. Mais écoute, c'est avec plaisir et c'est surtout très sincère parce que j'essaie de garder une grande objectivité, même si je n'oublie pas la très belle année que j'ai passée avec toi à Carcassonne. Déjà à l'époque. Mais elle a été très bonne pour moi aussi avec toi. Hein, je sais. Parfait, c'est parfait. Non, alors plus sérieusement, en fait, Christian, ce que je voulais dire, c'est que je pense que cette performance-là de cette année, elle est encore plus à souligner que les saisons précédentes parce que je me souviens qu'en début de saison, on s'était eu et tu devais venir avec nous à Castelnaudary et tu étais en galère. Tu rentrais de Aix-en-Provence pour chercher des jokers médicaux et contrairement aux saisons précédentes où vous avez toujours été plutôt souverain à domicile, là c'est mal parti. Vous avez laissé passer beaucoup de points en route à domicile et donc contrairement aux années dernières, vous avez été chercher encore plus de succès à l'extérieur et c'est pour ça que pour moi cette place-là cette année pour vous, elle est encore différente des bons résultats de l'année dernière parce que c'est la course à l'armement dans cette Pro D2. Il y a des moyens financiers qui arrivent tous les ans de façon très importante et vous gardez le cap. Je crois que tu as re-signé encore un bail de quelques années. Donc, alors que moi, je t'ai connu à Carcassonne en 2008. Donc ça fait quasiment 15 ans. Donc dans ce rugby pro où tout change beaucoup et où on a tendance parfois à oublier la stabilité. Bon voilà, je voulais juste souligner le superbe boulot du club et puis particulièrement de cette 4e place que je trouve vraiment super par rapport encore une fois à ce début de saison qui a été quand même douloureux. Ouais, c'est vrai. Je te remercie de ce dont tu viens de parler, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus dur. Et le plus dur pour nous, c'est en fait de travailler dans cette continuité, comme tu dis, parce que aujourd'hui, ma fierté quelque part, c'est que des joueurs réussissent au plus haut niveau, en tout cas chez nous, et qui a inondé les clubs de top 14. L'an prochain, il y a entre 4 et 6 joueurs qui vont partir en top 14, c'est pas rien. Des joueurs que on est allé chercher et que personne ne connaissait, des joueurs qui manquaient simplement de temps de jeu et qui aujourd'hui excellent sur les terrains que personne ne voyait devenir ceux qui sont devenus. Et ça, c'est une belle fierté pour nous parce que quelque part, ça veut dire que le boulot, on le fait de plutôt bien. Après, le côté frustrant aussi, et comme tu dis, au-delà des moyens, parce qu'on n'en a pas, c'est de réussir après chaque année de perdre des joueurs de ce talent-là et de repartir à zéro, entre guillemets, ou en tout cas de retrouver des joueurs capables de rééditer ce qu'on est capable de faire d'année en année. Ça, c'est terriblement dur, quoi. Voilà, et frustrant à la fois parce que pour moi... Au point même, Laurent, Christian, pardon, que vous avez hésité à re-signer. Ça a été quand même. Il y avait de la fatigue, notamment sur les installations, sur beaucoup de facteurs. Ouais, c'est vrai. Mais c'était surtout sur les installations, les structures qui étaient. Voilà, il faut pas. Voilà, je galvaude pas parce que c'est très dur ce que vivent les garçons, mais ça nous soude aussi, ça. Moi, je m'en sers. Philippe l'a connu. On a vécu des histoires dans des endroits et des contextes difficiles, et ça nous a jamais empêché de réussir. Je m'en sers beaucoup. Après, à côté de ça. Ce qui est sûr, c'est que le plus frustrant de tout, c'est que je peux pas travailler à la continuité avec les hommes et les meilleurs quand ils s'en vont, et bien forcément, même si c'est avec grand plaisir, parce que nous c'est quand même une fierté. Pour nous aussi, c'est terriblement dur de continuer, de retrouver des talents et de les rendre bons. En fait, on prépare les joueurs pour les autres équipes, en gros, et c'est un peu de frustration, mais ça fait partie de notre niveau, de nos moyens, et c'est comme ça, il faut faire avec, on le sait. On m'avait prédit, lorsque des joueurs s'en allaient, que ça allait devenir très compliqué, puis finalement, ça va de mieux en mieux. Donc ça va, c'est que tout le boulot que l'on fait, il est plutôt
voilà, de qualité, et puis surtout que j'ai des hommes avec moi et un staff qui fait un boulot remarquable surtout, quoi. Ça amène quand même un sujet, pardon de te couper, mais ce que tu dis, et ça va dans le sens de ce que je dis depuis un moment, c'est quand même dans cette économie du rugby la vraie valeur des transferts. Parce que finalement, il faut que les clubs comme vous, qui fassent ce vrai travail de sourcing, de formation, d'aller chercher autant de joueurs tous les ans qui rejoignent le top 14, mais ils soient quand même un peu mieux rémunérés et qu'ils puissent servir des clubs qui font le boulot très en amont, d'être payés de tout ce travail. Ouais, mais on y revient un peu plus depuis que les GIFs deviennent une obligation. Aujourd'hui, les clubs sont un peu plus à même de prêter beaucoup plus de joueurs. Moi, je suis juste un entraîneur qui se sert de ce potentiel. C'est garé en double fil, par contre. Hein. Non, désolé, je suis sorti pour que vous m'entendiez, mais c'est pire que si c'est resté à l'intérieur. Non, juste, voilà, nous on essaye de donner la possibilité à ces joueurs de devenir meilleurs, mais on y revient de plus en plus parce que les clubs y viennent de plus en plus. Le cas le plus flagrant, c'est le petit Ramos à Toulouse, voilà, qui avait été prêté à Colomiers, qui derrière a fait une carrière au Stade Toulousain. On est capable de le faire, mais le problème c'est que c'est quand même très difficile parce que les talents aujourd'hui, c'est les grands clubs qui les récupèrent, donc nous on passe après tout le monde et que souvent il va falloir faire 2 fois plus d'efforts pour essayer de rendre des joueurs un peu meilleurs, et ça c'est difficile. Voilà, ça c'est la problématique. Après, écoutez, il y a du talent en France et on le voit, les jeunes réussissent dans les équipes nationales. Il suffit simplement de leur donner du temps de jeu. Nous, on essaie simplement de leur donner du temps de jeu, de recruter les joueurs avec intelligence, parce que c'est important aussi. Le peu de recrutement que l'on fait, on n'a pas le droit de se manquer, il faut qu'il soit bon. Voilà. Et cet ensemble, cette alchimie, fonctionne pas trop mal. Olivier ça fonctionnera un peu plus. Olivier. Oui, non, après c'est. Mais il y a Charlie aussi. Pardon, Charlie, je savais pas. Oui, salut, Christian. Non, mais je t'écoute avec attention parce que tout ce que tu dis me parle évidemment, mais c'est vrai que cette quatrième place de Carcassonne, elle est quand même magnifique. Se retrouver dans cette position à ce moment-là du championnat, c'est quand même incroyable avec avec le peu de moyens que vous avez. Et je sais que voilà, vous travaillez très fort de votre côté. Et je rejoins Philippe aussi dans cette idée, c'est que voilà, quand tu parlais de 4 à 6 joueurs qui allaient partir dans des clubs de top 14, voilà, il faudrait qu'il y ait un retour un petit peu plus juste, peut-être sur le plan financier, pour permettre justement à des équipes comme la vôtre de recruter un peu mieux et asseoir finalement une position dans la Pro D2 la saison suivante. Donc, ce qui n'est pas garanti, parce que c'est vrai que vous pouvez être 4e et faire les phases finales cette année avec Carcassonne et la saison d'après être en difficulté, ce qui est une réalité. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a aussi un modèle à trouver pour permettre justement à des équipes comme la vôtre et de récompenser le travail qui est fait. Je te remercie, mais c'est une réalité ce que tu dis. On n'a aucune reconnaissance en fait. C'est-à-dire qu'on est des formateurs pour les grands clubs. Alors, on est formateurs surtout pour les joueurs, donc tant mieux pour eux. Mais quelque part, la reconnaissance que l'on en a et que elle est moindre, quoi, parce que ils nous font de belles saisons, ils nous permettent d'arriver là où on en est. Mais est-ce que ces talents-là, on va les retrouver l'année d'après, comme tu dis, et est-ce que les talents qu'on va prendre ou qui ne seront pas des talents nous permettront de faire ce qu'on a fait cette saison? Voilà, c'est très très difficile et on est le tremplin de ces joueurs. Et pour nous, on n'en a pas trop on n'en bénéficie pas trop grand-chose de tout ça, si ce n'est que le plaisir lorsqu'ils réussissent. Mais voilà, écoutez, pour le moment ça dure. Je crois que depuis quelque temps, notre club réussit à faire partie des belles équipes de Pro D2. Bon, espérons que ça durera un peu encore, parce que voilà, même s'il y a de l'usure, même si c'est difficile au quotidien. Quand il y a des résultats comme il y en a là aujourd'hui, c'est quand même une forme de reconnaissance et c'est quand même aussi une forme de plaisir, parce que on vit vraiment avec les hommes et ça nous permet au quotidien vraiment sentir ce sport, ce qu'est vraiment ce sport, On ne va pas chercher des stars, on n'a pas les moyens, on ne va pas chercher
de la qualité. On va juste essayer de trouver des talents qui nous permettent de franchir un cap. Ouais, et notamment, comme le disait notre ami Quentin Caminis qui est avec nous, qui a pas mal commenté Carcassonne cette saison, me disait Tim Agaba, c'est quand même il fait partie de ses bonnes pioches, Christian. Ouais, mais heureusement, il joue 8. C'est comme si Charlie était allé chercher un troisième uniel et qu'il le prenait pas bon, quoi. Ça serait, c'est pas possible, ça. Ouais, non, lui qui vient du 7, qui a fait les JO avec l'Afrique du Sud, si je me trompe pas, c'est quand même un drôle de personnage. Oui, lui, c'est un joueur, voilà, pour nous, voilà, c'est un facteur X. Voilà, on n'en a pas trop, nous, hein, on en a 4-5. Sionnet Thuy, voilà, quelques joueurs comme ça. Oui, ben, Sionnet, c'est le Stade Français qui me l'avait prêté il y a 3 ans et ils étaient à 2 doigts de ne pas le garder. Donc aujourd'hui, il repart au Stade Français, l'an prochain, il repart au Stade Français. Donc c'est un peu. Sionnet est un cas un peu différent. Il fait partie de ces jeunes joueurs. Voilà, que l'on a pris et qu'on a formé et qui est devenu ce qu'il est devenu. Pas grâce à nous, grâce à son talent, hein, attention. Je m'enflamme pas. Ce que je veux dire par là, non, Tim Agaba est quand même un joueur reconnu qui avait déjà vécu voilà, des histoires au plus haut niveau et un joueur de qualité. Mais nous, voilà, ce genre de joueur, c'est facteur X, hein, on en prend 4-5 et on n'a pas droit à l'erreur, quoi. On peut pas se tromper, quoi. Voilà, nous on a une marge très réduite dans le recrutement. Et ces joueurs-là, il faut qu'ils soient bons. Mais il y a Tim, il y a Sam Marquez qu'on a les récupérer. Oui, on a des garçons d'expérience aussi. Un Jordan Puleta, un Jordan. On a récupéré des joueurs à des postes clés qui nous semblent essentiels pour franchir un cap. Romain Manquia, voilà. Voilà, mais l'ensemble des autres joueurs sont quand même des joueurs. Voilà, issus de formation et des jeunes joueurs et voilà, et qui ont plein d'ambition et plein d'envie et ça c'est pour nous extraordinaire. Un dernier mot, Christian. Le retour de Vannes, là, il était comment? C'était musical, ça danse? Comment ça se passe quand on va chercher un résultat comme ça, qu'on a 10 heures de bus? Non, il danse, Christian. Très dur à gérer. Très dur à gérer. Alors pour vous dire la vérité, je suis resté sur Paris, puisque j'ai un classico à aller voir dimanche soir quand même, donc je me suis permis à octroyer le droit. Je me disais, ça klaxonne beaucoup à Carcassonne. Ouais, non, ouais, c'est beaucoup plus calme à Carca. Hein. Donc je me suis octroyé le week-end à Paris. Je vais voir le classico dimanche soir, et j'ai eu quand même, voilà, forcément des échos, et apparemment. Le retour a été plutôt agréable pour certains, beaucoup plus dur pour ceux qui voulaient dormir. Voilà. Donc c'est ce qu'on m'a dit. L'avantage, c'est que nous, on vit aussi ce genre voilà, de vie, c'est-à-dire celle du rugby. Alors, c'est pas l'ancienne, hein, parce que on a franchi un cap, on s'entraîne et on fait les choses comme les autres. Mais voilà, les hommes vivent bien ensemble et c'est ce aussi qui fait que des fois, ils vont aller chercher des valeurs. Voilà, que juste ce sport voilà, peut te donner dans des moments difficiles. Donc voilà, on a l'avantage aussi de vivre encore ces histoires-là et ça c'est plutôt agréable. Merci beaucoup Christian Labitte d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir vraiment de vous avoir sur Sud Radio. On remercie aussi Philippe Spanghero. Nash, il faudra un jour que je sache pourquoi. Hein. C'est pas la première fois que j'entends ça et un jour on saura pourquoi.